Bonjour. Célébrer la culture congolaise par la promotion de la lecture et de l'écriture, tel est le thème que nous allons développer ce jour. Mon nom, c'est Kalula Kalambai. Je suis auteur, artiste visuel et artisan du livre. Je suis également le président du Salon du livre de l'Outaouais et responsable de la maison d'édition L'Empreinte du Passant. De partager avec vous 3 aspects de la promotion de la lecture et de l'écriture, à savoir 1. Comment écrire son livre, 2. Comment publier son livre et 3. Comment diffuser son livre. Pour réaliser cet objectif, nous avons fait appel à l'assistance technique des éditions David. Mademoiselle Anna va nous amener pas à pas avec 10 modules de formation à l'écriture. Après cette première étape, nous parlerons de la publication. Elle sera faite à travers la maison d'édition L'Empreinte du Passant. Et au 3e point, la distribution, nous parlerons du Salon du livre et de la chaîne de diffusion du livre. Nous profitons de l'occasion pour remercier les éditions David de nous accompagner dans cet exercice. Anna, à vous la parole. Pas évident de commencer un texte et encore moins de trouver la fameuse inspiration. Parfois les idées sont là, mais on ne sait pas comment les exprimer et parfois on ne sait même pas sur quoi écrire. Bonjour, je m'appelle Anna et aujourd'hui je vais vous parler du premier jet, autrement dit la première tentative d'écriture. Pour vous aider à vous lancer, je vous propose quelques exercices d'écriture. Le premier exercice, et probablement le plus étrange, est l'écriture automatique. Nous avons l'habitude d'essayer de contrôler notre flot de pensée et cet exercice permet justement de lâcher prise. Alors, isolez-vous, retirez toute distraction et gardez le nécessaire pour écrire. Écrivez, 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 sans vous arrêter et surtout sans réfléchir. Ne lâchez pas votre stylo, ne lâchez pas les touches de votre clavier. À première vue, ce qui en ressortira paraîtra complètement incohérent, mais croyez-moi, vous serez surpris de découvrir ce que votre inconscient peut exprimer. Le deuxième exercice consiste à énumérer et à regrouper vos idées. Vous avez un thème, mais vous ne savez pas comment l'aborder. Pourquoi ne pas faire un remue-ménage et jeter vos idées pêle-mêle sur le papier? Ou encore, pourquoi ne pas regrouper vos idées sous forme de schéma? Que ce soit le remue-ménage ou le schéma, ces exercices vous permettront d'avoir une idée plus claire sur le contenu de votre texte. Vous pourrez alors sélectionner, organiser et tracer le fil de votre histoire avant même de vous lancer dans l'écriture. Le troisième exercice est celui de l'écriture d'une lettre imaginaire. Écrivez à un proche ou encore écrivez à vous-même comme vous feriez dans un journal intime. Racontez ce qui vous est arrivé les dernières années. Par exemple, l'évolution de votre état psychologique, les rencontres que vous avez faites, les défis et les difficultés que vous avez rencontrés, ou encore les accomplissements dont vous êtes fiers. Mon premier conseil, ne désespérez pas dès votre premier essai. Des réécritures, il y en aura d'autres. Alors inutile de relire chaque phrase ou de corriger dès cette étape-ci. Mon deuxième conseil, prenez conscience de votre environnement d'écriture. Préférez-vous écrire chez vous ou ailleurs, le jour ou la nuit? Est-ce que vous écrivez par bribes de mots ou par flot de pensées ou de paragraphes? En réfléchissant à votre processus d'écriture, vous pourrez déterminer les meilleures conditions de création, ce qui vous rendra plus productif. Mon troisième conseil est le plus important, restez fidèle à vous-même. Écrivez sans vous censurer et nul besoin de recopier le style d'une œuvre que vous admirez. C'est votre plume que nous souhaitons découvrir. Il existe 1001 façons de raconter une histoire et le choix que vous ferez influencera grandement le rendu final. Je vais vous parler de l'approche, autrement dit, la manière de raconter votre histoire. Avant toute chose, il faut se poser les bonnes questions. Vous pouvez vous demander, par exemple, qu'est-ce que j'aimerais mettre en évidence dans mon histoire? L'action pour un texte d'aventure, le drame pour un texte tragique, l'humour pour un texte humoristique ou peut-être la beauté des mots pour un texte poétique. Vous préférez peut-être décrire les réflexions de votre personnage principal,
de vos personnages secondaires ou même tracer l'évolution de leur état psychologique. Voire encore une narration plus contemplative, explorant, décrivant les paysages comme les bâtiments, les jardins, les cours d'eau, les industries. Vous pouvez également vous demander quelle atmosphère dominante est-ce que j'aimerais instaurer dans mon histoire ou alors à partir de quel point de vue est-ce que j'aimerais raconter mon histoire. Vous pourriez utiliser un narrateur interne, donc le point de vue de l'un des personnages pour pousser le lecteur à entrer dans sa tête. En voici un exemple. Dès que la porte se referme, mes jambes flageolantes, je m'effondre sur le sol dur et froid. Les mains autour de mon cou, je suffoque. Ou au contraire, vous pourriez raconter cette même histoire en utilisant un narrateur omniscient, c'est-à-dire une entité externe au savoir absolu. Et pourquoi pas y ajouter une teinte de sarcasme. Un exemple, ce jour-là, Lola s'était réveillée avec la certitude que la journée serait bonne. En effet, la journée fut si bonne que son fiancé la quitta, qu'elle eut un accident de voiture et qu'elle découvrit la mort de son frère en rentrant chez elle. Tandis que le premier exemple se focalisait sur l'instant présent, sur les émotions du personnage, le second reste très distant et se contente d'énumérer les événements. Vous pourriez également mettre de l'avant l'observation dans votre histoire et décrire la vie d'autres personnages. Par exemple, couverts de la tête aux pieds, crispés dans leur manteau sombre, ils filaient les rues tête baissée. Et dès que le printemps revenait, le cœur et les chairs réchauffés par un nouveau soleil, ils fleurissaient. Ce sont là quelques pistes, mais comme vous le voyez, beaucoup d'approches sont possibles. Pour terminer, voici quelques conseils. Le premier, restez cohérent. Que ce soit au niveau du choix du narrateur, des temps, du mode de verbe ou du fil de l'histoire. Mon deuxième conseil, n'en faites pas trop. Ne soyez pas trop dramatique ou trop lyrique. Et même si votre histoire est triste ou au contraire très joyeuse, n'oubliez pas que la vraie vie, elle, est nuancée. Mon troisième et dernier conseil, essayez de raconter votre histoire de différentes manières. De manière humoristique ou dramatique, avec plusieurs personnages, ou un seul, en prenant un narrateur interne ou externe, et choisissez celle qui convient le mieux. Une bonne histoire suit toujours une certaine logique, et c'est ce qui la rend à la fois accrocheuse et réaliste. Je vais vous parler du schéma narratif, soit le plan de votre histoire. On peut diviser n'importe quel texte en 3 parties. Le début, le milieu, la fin. Tout d'abord, le début de votre texte. On y retrouve habituellement la situation initiale, c'est-à-dire le contexte. Un lieu et une date, un événement, la description d'un personnage, de son quotidien, ses préoccupations. Par exemple, je demeurais depuis 5 ans à Ottawa. On y retrouve également l'élément déclencheur. Joyeux, triste, étrange ou surprenant, cet événement, qui peut aussi prendre la forme d'un autre personnage, viendra perturber le quotidien de vos personnages et leur donner une forme de mission. Sachez aussi que vous pouvez commencer par l'élément déclencheur, comme l'a fait Albert Camus, dans les premières phrases de L'étranger, avec « Aujourd'hui, maman est morte ». Les lignes qui suivront serviront alors à instaurer le contexte et à faire comprendre au lecteur tout ce que cet événement vient perturber. S'ensuit le corps de votre texte, dans les péripéties et le dénouement. Les péripéties regroupent l'action, événements, aventures, pensées et paroles, toutes les tentatives de vos personnages destinées à rétablir l'ordre perturbé par l'élément déclencheur. Prenons l'exemple d'un personnage vivant dans une zone où la guerre vient d'éclater. Ici, l'élément déclencheur est la guerre. Et les péripéties, tout ce qui suivra l'annonce de la guerre, c'est-à-dire les inquiétudes, la décision de partir ou de rester, les défis quotidiens ou les tentatives d'améliorer la situation. Finalement, une action décisive, ultime, pourrait mettre un terme à la série de péripéties et permettre de rétablir l'ordre dans la vie de vos personnages. C'est le dénouement. Pour reprendre le même exemple, cela pourrait être un protagoniste venu sauver vos personnages, la découverte d'un lieu sécuritaire ou encore l'annonce de la fin de la guerre. Enfin, on retrouve la situation finale, la clôture de votre histoire. Un retour à la normale, un avant-goût du quotidien, du nouveau quotidien de vos personnages, une fin typique à la « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants »,
ou une fin plus ouverte, laissant le lecteur dans le flou ou dans une réflexion. Par exemple, un questionnement sur la guerre ou encore une scène laissant supposer que le personnage n'a peut-être pas survécu. Évidemment, l'objectif n'est pas de copier-coller ce plan, ce schéma, mais de garder en tête les éléments qui vous permettront de construire votre histoire. Pour terminer, 3 conseils. Mon premier, lors de vos premières tentatives d'écriture, ayez une idée même vague du déroulement de votre histoire. Mon deuxième conseil, plus le scénario de votre histoire est simple et plus il sera facile à suivre pour votre lecteur. La vie étant trop longue pour être décrite en quelques lignes, choisissez un événement majeur ou un nom particulier pour la raconter. Mon troisième conseil, accordez une importance particulière à vos premiers et derniers mots. Accrochez votre lecteur, donnez-lui envie de poursuivre la lecture et maintenez cette dynamique jusqu'à la toute fin de votre histoire. Qu'ils viennent sous forme d'adjectifs ou d'images, sont les mots qui nous plongent dans l'univers d'une histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la description. Tout, ou presque, peut être décrit. Des actions simples comme dormir ou voyager, des choses tangibles comme les piétons sur une rue, la complexité d'une construction, les courbes d'une flamme, le ronronnement d'un chat. Des choses immatérielles comme une émotion, un souvenir, une atmosphère. Et pour vous aider, il existe de nombreux outils de description. Par exemple, les adjectifs et les adverbes. D'une taille impressionnante, l'enfant était maigre et très souvent fatigué. Les figures de style, telles que la métaphore, une forme de comparaison qui n'utilise pas les outils de comparaison comme tels que, plus que. Ainsi, au lieu de dire Marie était aussi rusée qu'un renard, vous diriez plutôt Marie était un renard. L'anaphore, une autre figure de style basée sur la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots pour marquer l'insistance. C'était une douleur latente, une douleur muette mais assourdissante, une douleur patiente, une douleur qui vous immerge peu à peu dans le pétrole. Voire encore la personnification, soit donner des caractéristiques humaines à une idée, à un objet ou à un animal. Très tard dans la nuit, on entendait la maison respirer. Ses inspirations et expirations faisaient d'elle une sinistre berceuse. Vous pouvez aussi jouer sur le sens des mots. Au lieu de décrire clairement ce qui se passe, Paul rentrait chez lui épuisé, vous pouvez le laisser comprendre. Paul rentrait chez lui le dos voûté et le pas traînant. Un autre élément qui rendra votre description intéressante est la forme. Vous pouvez décrire un paragraphe à travers les couleurs, les silhouettes, les textures, les odeurs, les actions, en utilisant un narrateur observateur. La nuit tomba, le froid s'installa et les croassements des corbeaux s'intensifièrent. Vous pouvez également utiliser l'un de vos personnages et partager ses sensations au lecteur. Plongé dans l'obscurité, il distinguait à peine les silhouettes. Le plancher moite et mousseux le fit frissonner. Vous pouvez aussi vous focaliser sur l'action et énumérer les événements. Il franchit le palier de la porte, fonça sur son frère, le prit par le col et, après un faible ricanement, lui écrasa son poing dans la mâchoire. Pour terminer, mes conseils. Mon premier conseil, n'oubliez pas d'utiliser vos 5 sens. Mon deuxième conseil, variez les formes de description, mais n'en abusez pas. Évitez les mots complexes, les tonnes d'adjectifs, les verbes passe-partout, comme avoir, être, faire, mettre, dire, etc. Mon troisième conseil, si vous ne savez pas comment décrire quelque chose, prenez 10 minutes, plongez-vous à l'intérieur de cette chose et écrivez tout ce qu'elle vous inspire. S'il est possible de reconnaître l'œuvre d'un peintre à travers la technique qu'il pratique, il en va de même pour un auteur. Je vais vous parler du style d'écriture, soit la manière d'écrire une histoire. D'abord, le style en écriture, c'est quoi?
C'est la manière de percevoir et de décrire le monde qui nous entoure. C'est votre sensibilité, votre capacité à apprivoiser et à manipuler le langage. C'est votre signature, transpirant à travers chaque aspect de votre écriture. Par exemple, dans le vocabulaire, les phrases, la narration, les points de vue, la chronologie des événements. Pour travailler son style, il faut savoir garder un équilibre entre la forme et le fond. Disons que vous voulez écrire un texte sur un personnage anxieux. Vous pourriez dresser la liste de toutes ses angoisses. Il y a mes parents, mes amis, mais aussi le diplôme. Et si je le rate, je perdrai tout. Je ne trouverai pas de job, j'aurai plus de toit sur ma tête et je serai la risée de tous mes amis. Vous pouvez également vous focaliser sur les émotions d'un personnage. Et pourquoi ne pas utiliser des images pour les décrire? C'est comme si j'étais emprisonnée dans une brume épaisse, aveuglante et suffocante. Admettons que vous essayez plutôt de surprendre votre lecteur, mais l'élément de surprise se situe chronologiquement au tout début de votre histoire. Et si vous la racontiez à l'envers? Commencez par la fin. Montrez-nous ce personnage incohérent, fou, qui déteste le monde sans raison apparente. Et plus les lignes s'enchaînent, plus nous nous enfonçons dans son passé, plus nous commençons à le comprendre. Évidemment, le style ne se démarque pas seulement par sa complexité, mais aussi par sa simplicité. Parfois, il est plus difficile d'écrire des phrases simples que compliquées, puisque chaque mot devra être nécessaire, donc soigneusement choisi. Enfin, le style en écriture, c'est une question d'authenticité. Si votre narrateur est un adolescent de banlieue, ne lui faites pas raconter l'histoire à la manière de Proust. Tout est une question de cohérence et d'équilibre. Mes conseils. Mon premier conseil, concentrez-vous sur la manière la plus simple et efficace de faire passer l'information à votre lecteur. Mon conseil numéro 2, réécrivez plusieurs fois le même extrait. Comparez les versions. Choisissez celle qui vous semble la meilleure. Mon troisième conseil, lisez encore et encore. Inspirez-vous d'œuvres littéraires que vous auriez l'occasion de découvrir. Qu'est-ce qui vous plaît chez tel auteur? Comment auriez-vous raconté son histoire à sa place? Obi-Wan ne t'a jamais expliqué ce qui est arrivé à ton père? Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que c'est vous qui avez tué mon père. Non, je suis ton père. Je vais vous parler du dialogue. Tout d'abord, le dialogue, ça sert à quoi? Ils servent à informer sur l'action, à faire progresser le récit ou à accélérer l'intrigue. Par exemple, dépêche-toi, on va rater le train. Ils servent également à peindre le caractère ou les sentiments d'un personnage. Dégage, gamin. Toutefois, le dialogue ne doit pas répéter la narration au risque de devenir redondant. Un exemple à ne pas suivre. Kyle salua son cousin Paul. Bonjour Paul. Alors, comment insérer un dialogue dans une narration? La manière la plus simple consiste à commencer la réplique avec un tiret long. En ajouter un deuxième marquera alors le changement d'interlocuteur et ainsi de suite. Notez que vous pouvez également utiliser un tiret long pour une seule réplique, c'est-à-dire même si votre locuteur n'obtient aucune réponse ou qu'il se parle à lui-même. Toutefois, s'il s'agit de la pensée d'un personnage, on utilisera plutôt l'italique. Les tirets longs sont là pour des répliques dites à haute voix. Afin d'introduire un dialogue dans un texte, vous pouvez utiliser des verbes de parole. Par exemple, commenter, répliquer, demander, s'écrier, suivi par les 2 points. La femme huma le parfum et soupira, 2 points. Comme cette odeur me rappelle mon enfance. Vous pouvez également intégrer une incise, soit une proposition qu'on introduit à l'intérieur ou à la fin d'une autre proposition afin de signaler qu'on rapporte les paroles ou les pensées d'une personne. Pour reprendre l'exemple précédent, comme cette odeur me rappelle mon enfance. Et comment, renchérit son frère. J'en ai la larme à l'œil. N'oubliez surtout pas de contextualiser vos répliques.
Vos personnages parlent bien sûr, toutefois, il se passe également d'autres choses en même temps. Est-ce qu'ils marchent, manipulent leur téléphone, admirent le paysage? Est-ce que leurs voix sont graves? Sont-ils nerveux, excités? Pour terminer, mes conseils. Mon premier conseil, inutile de rapporter chaque parole de vos personnages sous forme de dialogue. Les dialogues doivent être pertinents et apporter une nouvelle information. Mon deuxième conseil, variez vos verbes d'action. Quelques clics sur Internet et vous trouverez des listes et des listes de verbes pour remplacer, dire, répondre, afin d'enrichir votre texte. Mon troisième conseil, variez l'utilisation des incises. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Boileau, l'art poétique. Je vais vous parler de la réécriture. Lorsqu'on parle de réécriture, on parle de retravailler ou de peaufiner un texte, que ce soit au niveau de l'angle d'approche, du style ou de la succession des événements dans le but de l'améliorer. Ainsi, contrairement à la révision ou à la correction, la réécriture ne s'attarde pas aux erreurs de langue. Elle vise le texte lui-même. Alors comment procéder? Commencez par laisser reposer votre texte quelques nuits. Revenez le voir sous un nouveau jour, idéalement dans un format différent. Si vous écrivez sur un ordinateur par exemple, imprimez votre texte. Ensuite, lisez-le à haute voix. Tout d'abord, la première lecture. Sachez qu'il y a de fortes chances que vous désiriez mettre cette première version de votre texte à la poubelle. Mais ne le faites pas. Il y a forcément quelque chose à en tirer, que ce soit des éléments positifs ou négatifs. Que pensez-vous de votre intrigue? Du choix des événements, de la manière de les raconter, de la psychologie des personnages? Analysez cette version et demandez-vous, qu'est-ce qui manque à mon texte? Que devrais-je retirer, ajouter, mettre de l'avant pour l'améliorer? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche moins bien? S'ensuit le style. Une fois que vous êtes satisfait des aspects généraux de votre texte, attardez-vous sur les différents paragraphes. Est-ce que celui-ci est trop long, trop compliqué, trop vaste, redondant, moins pertinent que les précédents? Devrais-je réécrire cette scène en mettant l'accent sur les émotions du personnage? Cette description nous plonge-t-elle assez dans l'ambiance? Arrive-t-on concrètement à visualiser la succession des actions? Et qu'en est-il des phrases, des mots, du rythme? Les phrases s'enchaînent-elles bien? Les images par exemple, les métaphores, sont-elles assez claires? Les références sont-elles évidentes? Peut-être y a-t-il des synonymes de mots plus précis que je peux utiliser? Une manière plus simple de narrer mon histoire? Devrais-je mettre des mots plus percutants? Sachez que c'est le moment de demander des avis de gens qui vous entourent, des amis, des membres de votre famille, des collègues. Ils vous aideront à prendre conscience de certains aspects de votre texte qui vous ont échappé. Mais n'oubliez pas que vous avez le dernier mot. Alors pour terminer, mes conseils. Mon premier conseil, inutile de penser à la réécriture de votre texte si la première version n'est pas terminée. Mon deuxième conseil, ne laissez rien au hasard. Si quelque chose cloche, un exemple de mot, une idée, c'est qu'il y a probablement quelque chose à corriger. Mon troisième conseil, n'en faites pas une obsession. Le but de la réécriture est d'améliorer votre texte au maximum de vos capacités et du temps alloué. Héros ou anti-héros, nous adorons les aimer autant que nous adorons les détester. Ils nous font rire, pleurer et voyager tout au long de notre lecture. Je vais vous parler du personnage. Lorsqu'on parle du personnage d'une histoire, on parle de chaque être réel ou fictif qui nous fait vivre les événements racontés. On distingue 3 catégories de personnages. Le personnage principal, celui qui va nous raconter sa vie, sa quête, à travers un narrateur externe ou son point de vue sur sa propre vie. Les personnages secondaires,
Ils sont intimement liés au personnage principal et subissent ou provoquent également les événements. Ils ont des noms, des visages et d'autres caractéristiques distinctives. Les personnages figurants, des passants, des voisins, les élèves d'une classe, ils n'ont pas d'impact réel sur l'histoire que vous racontez. Toutefois, comme dans la vie réelle, ils remplissent en quelque sorte le décor. En ce qui concerne la construction de vos personnages, il est important que vous maîtrisiez les caractéristiques les définissant, qu'ils soient réels ou fictifs. Si votre personnage est réel et qu'il ne s'agit pas de vous, étudiez cette personne, sa vie, sa vision du monde et sa manière d'interagir avec son environnement. Si votre personnage est réel et qu'il s'agit de vous, prenez du recul sur votre manière de penser et d'agir. Si votre personnage est fictif en revanche, construisez-le à partir de rien, d'un autre personnage ou d'une vraie personne que vous connaissez ou non. Toutefois, même si votre personnage est fictif, sachez qu'il doit être réaliste. Votre lecteur doit croire qu'une telle personne puisse exister. Voici quelques aspects à connaître au sujet de vos personnages. Leur identité, par exemple leur nom, l'âge, l'emploi, la classe sociale, le statut familial, le passé. Mais également leur apparence physique et leurs caractéristiques uniques comme un grain de beauté, un membre artificiel ou un tic nerveux. Sans oublier leur personnalité, leurs qualités et leurs défauts, leur intelligence émotionnelle, leurs croyances, leurs valeurs, leurs passe-temps et leurs goûts. Le but n'est pas de tout savoir sur vos personnages, mais de maîtriser ce qui aura un impact sur l'histoire que vous allez raconter, ainsi que les événements. Mes conseils? Mon premier conseil, faites des fiches, même brèves, regroupant les caractéristiques de vos personnages. Elles vous aideront à assurer la cohérence dans leurs réflexions et leurs agissements. Mon deuxième conseil, nuancez les caractéristiques de vos personnages. Détachez-vous des stéréotypes. Personne n'est forcément tout bon ou tout mauvais. Mon troisième conseil, gardez l'essentiel, le nécessaire lors de l'écriture de votre récit. Le lecteur n'a pas besoin de connaître toutes les informations sur vos personnages. Après avoir écrit, laissez reposer, réécrire votre texte, reçu des commentaires et modifié le tout, vous êtes enfin satisfait du résultat. C'est le moment de finaliser votre texte. Je vais vous parler de la révision et de la correction. Même si vous utilisez un logiciel de correction comme Antidote, cela ne vous dispense pas de corriger vous-même votre texte. Les logiciels sont certes d'une grande aide, mais ne peuvent pas remplacer le cerveau humain. Dans ce tutoriel, je vous propose de procéder à la révision et à la correction en 10 étapes. La première étape, mettez-vous dans de bonnes conditions. Vous allez vous lancer dans un travail laborieux et méticuleux. Alors débarrassez-vous des distractions et installez-vous confortablement. La deuxième étape, changez le format ou la police de votre texte. Comme pour la réécriture, il est important de sortir votre cerveau de sa routine visuelle afin de lire votre texte différemment. La troisième étape, prenez conscience des faiblesses de votre texte. Avez-vous remarqué que vous faites souvent les mêmes erreurs grammaticales? Relevez-les, prenez-les en note et faites-y particulièrement attention lors de vos relectures. La quatrième étape, lisez votre texte lentement et à haute voix. Vous pouvez apporter immédiatement les corrections à votre texte ou souligner, surligner à l'aide d'un code de couleur les erreurs certaines et potentielles que vous corrigerez plus tard. La cinquième étape, l'orthographe. Au moindre doute, vérifiez l'orthographe et la définition des mots dans un dictionnaire. Faites également attention aux homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même manière mais qui ont une orthographe et un sens différents. Par exemple, c'est, S-E-S, C-E-S, S-A-I-T. La sixième étape, la grammaire. Faites également attention aux accords. Mettez en lien les verbes et leurs sujets, les adjectifs et leurs noms, les noms et leurs déterminants.
Portez une attention particulière aux accords du participe passé, surtout employés avec l'auxiliaire avoir. Référez-vous au Becherel ou à un conjugueur en ligne. La 7e étape, retirez le superflu. Si vous pouvez vous passer d'un mot, débarrassez-vous-en. Surveillez notamment la surutilisation et la répétition de marqueurs de temps, ensuite, donc, en somme, et des adverbes. La 8e étape, faites attention à la ponctuation. Voici 3 règles à retenir. Utilisez les guillemets français pour les citations et les dialogues. Évitez les phrases de 15 virgules, supprimez des mots si c'est possible. Utilisez le point-virgule seulement si vous le maîtrisez. La 9e étape, utilisez l'italique pour 2 choses. Marquez l'insistance, si votre personnage crie par exemple, ou marquez les expressions langagières, les régionalismes ou les mots d'une langue autre que le français. Pensez aussi à vérifier si ces expressions n'ont pas déjà une orthographe officielle et faites attention aux anglicismes. La dernière étape, reproduisez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire. Ne lâchez pas. Peu importe le projet que vous entamez, il va de soi que vous risquez de faire des erreurs. Et l'écriture, dans sa complexité, ne fait pas exception. Je vais vous parler des pièges à éviter. Qu'importe ce que vous écrivez, vous risquez tôt ou tard d'être confronté à des pièges qui pourraient nuire à votre écriture. Voici une liste d'erreurs qu'on peut souvent retrouver dans des textes narratifs. 1. Une trame dans laquelle les événements sont simplement énumérés. Raconter une histoire implique un fil conducteur, un déroulement concret de l'action. Il doit y avoir une progression dans les événements que vous racontez, une évolution chez vos personnages. 2. De la confusion dans les temps de verbe. Commencer son histoire au passé et la terminer au présent par exemple. L'homme se rua dans l'appartement, il est vide. Comme pour chaque aspect de votre écriture, vous devez être constant dans vos choix fondamentaux. Attention, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas relater d'événements passés ou à venir si votre temps principal est le présent. Toutefois, la distinction entre les temps doit être claire pour votre lecteur. Faites des paragraphes différents, par exemple, et n'hésitez pas à faire une ligne de temps détaillant l'ordre des événements de votre texte. 3. Des points de vue qui varient. Si vous décidez de raconter une histoire à travers le point de vue de votre personnage principal, vous ne pouvez pas soudainement décrire les pensées d'un autre personnage, à moins qu'il ne lise dans les pensées des gens. Les informations que vous partagez au lecteur sont réduites à ce que votre personnage principal peut voir, entendre, sentir ou ressentir. Vous pouvez toutefois décider de raconter votre histoire à travers plusieurs points de vue. Néanmoins, la distinction doit être claire. 4. Des phrases trop lourdes. Une tentation quand on écrit, c'est de vouloir en faire trop. Écrire de longues phrases avec des mots, des expressions, des formulations compliquées ou reproduire le style d'un auteur qu'on admire. La meilleure option reste de faire des phrases simples, car votre but premier, c'est de vous faire comprendre par votre lecteur. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans une œuvre littéraire pour vous donner des idées de phrases simples, mais riches. 5. L'accumulation de mots non pertinents. Utilisez les adverbes avec efficacité. Si vous dites « elle sourit joyeusement », l'adverbe « joyeusement » n'apporte aucune information pertinente. En revanche, si vous dites « elle sourit amèrement », il y a un contraste, une information nouvelle. Sachez qu'il arrive très souvent qu'un même mot se retrouve plusieurs fois dans le même paragraphe. Je pense que ta. Peut-être qu'il pense à ta. N'hésitez pas à remplacer cette répétition par des synonymes ou à reformuler la phrase si c'est possible. 6. Dire plutôt que montrer. Un écrivain
ne dit pas une histoire, il la raconte. Votre lecteur ne sait pas ce qui se passe, mais vit les événements que votre narrateur lui raconte. Alors décrivez-les et allez droit au but. Ainsi, au lieu de dire « j'avais l'impression que ma tête était à 2 doigts d'exploser », vous pouvez écrire « ma tête allait exploser ». Il en va de même pour l'utilisation de la forme passive, soit de faire subir l'action au sujet, au lieu que ce soit le sujet qui fasse l'action. Exemple, les rues étaient saturées par les passants. Favorisez plutôt la forme active, directe. Les passants saturaient les rues. Dans la même optique, évitez l'énumération de faits ou de descriptions non pertinentes à la scène que vous racontez. 7. Vouloir faire la morale. N'essayez pas de convaincre ou d'endoctriner votre lecteur dans la manière de penser de votre personnage. Ce qui n'empêche pas votre personnage d'avoir une opinion. Au contraire. Toutefois, c'est surtout à travers le déroulement de votre histoire que le lecteur tirera sa propre conclusion de la vie et de l'évolution de votre personnage selon ses expériences. Pour terminer, le plus grand piège, c'est d'oublier la raison qui vous pousse à écrire. Alors, et permettez-moi de vous le dire pour la dernière fois, amusez-vous. Rebonjour. Anna vous a amené à travers les étapes pour écrire votre livre. J'espère maintenant que vous avez votre manuscrit en main. Qu'est-ce que vous devez en faire? C'est ici où le choix de la maison d'édition est très importante. Vous avez 3 types de maisons d'édition. La première, c'est la maison d'édition classique. C'est-à-dire, vous soumettez votre manuscrit, la maison d'édition examine si ça correspond à ses lignes directrices, c'est-à-dire que à sa voie d'intérêt, et ensuite vous publie. Habituellement, vous devez attendre 8 à 9 mois avant d'avoir un retour, positif ou négatif. La deuxième voie dans la publication de votre manuscrit est l'auto-édition. C'est-à-dire, vous décidez vous-même à entreprendre l'ensemble du processus jusqu'à la publication de votre livre et sa diffusion. Vous en assumez donc la diffusion. Le troisième type de maison d'édition, ce sont les maisons d'édition à compte d'auteur. Un peu l'exemple de l'empreinte du passant. Vous avez votre manuscrit, vous contactez une maison d'édition, elle vous accompagne techniquement dans la production de votre livre, c'est-à-dire de la conception à la production et ensuite la diffusion, mais vous prenez en charge l'entièreté des coûts inhérents à cette production. De ces 3 maisons d'édition, le choix vous appartient. En ce qui concerne l'empreinte du passant, nous nous disons que chaque individu sur cette terre devrait partager son témoignage de vie. C'est une obligation patriotique, c'est une obligation universelle. Et nous pensons que chaque expérience de vie, chaque histoire de vie est unique et devrait être versée au patrimoine universel. L'empreinte du passant s'engage donc à accompagner non pas seulement les écrivains de carrière, mais des citoyens ordinaires, des personnes, vous comme moi, qui ont une histoire à raconter, qui ont quelque chose à léguer à leur descendance. Et si vous êtes prêts, vous contactez l'empreinte du passant et à partir de là, nous allons aller ensemble dans un processus de publication de votre livre. L'empreinte du passant est donc disposée à vous accompagner pour l'ensemble du processus. À tout seigneur, tout honneur, nous avons commencé par nous publier nous-mêmes, c'est-à-dire Madame Kalambaré, Vicky et moi-même. Ensuite, nous nous sommes ouverts à d'autres compatriotes désireux de partager leurs témoignages. Et vous avez là des différentes publications que l'empreinte du passant
a eu à mettre sur le marché, relatant les différentes expériences des personnes d'origine congolaise qui partagent leur culture. La troisième dimension de notre discussion est la diffusion. En ce qui concerne la diffusion, si vous avez publié à travers une maison classique, elle se chargera de votre diffusion. Si vous avez décidé de faire de l'auto-édition, vous devriez avoir cette lourde tâche vous-même de diffuser votre livre. Et si vous décidez de publier avec l'assistance de l'empreinte du passant, votre livre sera en premier diffusé électroniquement sur le marché de Amazon. Ensuite, il sera distribué dans les librairies locales, c'est-à-dire Soleil, Michabou et Bouquinard, pour ceux qui sont à Gatineau. Et le troisième niveau de diffusion, ce sont les salons du livre. Dans la région capitale, nous avons 2 salons du livre. Nous avons le salon du livre de l'Outaouais, qui est pratiquement un symbole de la région et qui est organisé chaque février et reçoit en principe, en temps normal, plus de 35 à 45 000 visiteurs. Et vous pourrez donc aller sur la page du salon du livre de l'Outaouais et vous inscrire pour visiter et participer aux différentes activités culturelles qui sont organisées sur la plateforme. Le deuxième salon du livre organisé dans la région capitale est le salon du livre afro-canadien organisé par Mosaïque Interculturelle. Ce salon est très jeune, il n'a que 4 ans, et il s'organise entre septembre et octobre de chaque année. Il fait la promotion essentiellement des livres des ressortissants afro-canadiens, mais reçoit en visiteurs également les éditeurs canadiens de souche. Ensuite, nous avons un grand nombre d'auteurs d'origine congolaise habitant le Canada. C'est une mine d'or que nous vous proposons d'aller découvrir. De ces différents auteurs qui racontent votre histoire, qui racontent notre parcours, qui racontent leurs réflexions philosophiques, leurs réflexions politiques, leurs réflexions idéologiques. Et cette mine d'or fait partie de la culture congolaise et doit être visitée, doit être exploitée par vous autres. Merci de tous ceux qui voudront écrire leurs livres, de tous ceux qui voudront exprimer leur témoignage. L'empreinte du passant est à votre écoute. Merci.